Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. C'est tous les mercredis soirs. Vous pouvez pas le rater. De 19h à 20h, on est ensemble avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Écoutez, c'est du Made in France aujourd'hui, en plus on aime ça. C'est ma passion, le Made in France. Allez, à l'occasion des rencontres du Made in France, justement, le 23 et le 24 mai prochain, ce sera à Aix-en-Provence pour renforcer le dynamisme des entreprises françaises. Nous reviendrons avec la plateforme Sacré Français et Olivier Robert qui sera avec nous dans quelques instants, fondateur des Sacrés Français. Fabricant français de confort thermique depuis plus de 70 ans, Intuis, marque 100% réservée aux professionnels, propose des solutions et des services pour répondre aux nouveaux défis du confort thermique dans les lieux de vie, qu'ils soient résidentiels, industriels et tertiaires. Notre invité, Philippe Dénessé, directeur général du groupe Intuis. Intuis, moi je Intuis, exactement. Voilà, Intuis, c'est bien. Je dirais. Bonsaï, révolution de l'intelligence artificielle industrielle, pionnier justement de cette intelligence artificielle en industrie sobre, avec son approche novatrice et son engagement vers la réduction de l'empreinte carbone. Bonsaï propose des solutions qui s'adaptent aux exigences sociales, environnementales et opérationnelles en milieu industriel. Alain Fanet est avec nous, CEO de Bonsaï. On sera en tout cas ravis de l'écouter. Une marketplace dédiée aux véhicules premiums et sportifs. Up2Go est une toute nouvelle plateforme d'annonce automobile entièrement dédiée aux véhicules premiums et sportifs. Sa grande force, son moteur de recherche à la fois innovant et précis pour trouver votre perle rare facilement et rapidement. Didier Lequemener, président de Up2Go, sera en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bienvenue, c'est les vraies voix responsables spéciales Made in France. Les vraies voix Sud Radio. Et il y a quelques temps, un petit peu moins d'un an, le groupe Muller et ses marques professionnelles deviennent Intuis, un groupe spécialisé dans le confort thermique. Avec nous pour en parler, Philippe Dénessé, président de ce groupe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Déjà important, parlons d'un titre, puisque vous avez reçu, en tout cas, une belle récompense d'être élu, finalement, le meilleur directeur général, si je dis à peu près entrepreneur de l'année 2023. À quelle occasion, déjà, c'est important de le dire, et forcément ce que ça génère dans le groupe. Alors oui, effectivement, c'était une reconnaissance que j'ai reçue au nom de toutes les équipes, parce que derrière un chef d'entreprise, il y a une équipe qui a travaillé pendant 3 ans à la transformation profonde, effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a 3 ans, c'était encore effectivement une kyrielle de marques connues du grand public, Noiro, Campa, Erelec, Aware. Et il nous a semblé effectivement qu'il y avait notamment une dispersion commerciale qui nous empêchait vraiment d'être beaucoup plus visible. Et on a travaillé à rationaliser tout ça, rationaliser l'outil industriel, rationaliser la position commerciale. Et ça s'est traduit par le changement de nom qui est devenu Intuis. Outre l'outil industriel, vous avez déposé plus de 130 brevets. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est la condition sine qua non pour perdurer quand on est un industriel qui fabrique en France comme vous aujourd'hui? J'en reste convaincu. Nous, on n'a jamais... je dirais délocalisé. On a toujours fabriqué en France, donc c'est un pari qui a été assez dur parfois à tenir, mais c'est le prix à payer. Et pour ça, effectivement, il faut, puisque nous concevons, nous développons et nous fabriquons nos produits, il faut être sans cesse innovant. Et ça, c'est la clé de la réussite. Et malgré ça, malgré cette capacité qu'on a à produire fabriquer des produits de qualité qui répondent à toutes les normes possibles, imaginables, et Dieu sait s'il y en a, des règles du jeu entre les Françaises et les Européennes. Exactement. Ça me dit rien, des règles du jeu qui sont pas toujours très très équitables. Oui. En tout cas, voilà, pour moi, c'est la condition essentielle pour vivre. Effectivement, on a 80 ingénieurs qui travaillent chez nous, et donc c'est un travail permanent d'innovation et de créativité. Et cette recherche, effectivement, illustrée par le nombre de brevets qu'on gère. Oui. Voilà, revenons sur le cœur de métier quand même, parce que vous faites du confort thermique. Ça va, une large gamme de radiateurs, entre autres. Et aussi de packs, ce qui est important de le dire. Tout à fait. Alors le chauffage électrique d'un côté, avec effectivement toute la gamme des produits qu'on peut imaginer, qui vont du convecteur qui quitte évidemment tous les logements aujourd'hui, jusqu'à la chaleur douce très très haut de gamme, des produits très haut de gamme. Et puis côté pompe à chaleur, la thermodynamie, avec aujourd'hui des outils, des équipements de confort thermique qui seront les outils de demain, puisque ce sont les outils qui vont permettre la décarbonation et permettre de sortir des énergies fossiles, qui est l'objectif évidemment de
ces pompes à chaleur. Alors Emmanuel Macron, c'était l'un de ses objectifs en 2023, pour 2027, de dire on va faire 1 million de pompes à chaleur en France. Il y a peu de temps, l'ancienne ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, est venue, puisque aujourd'hui vous avez 6 usines, si je ne m'abuse, et une dans la Somme, qui justement est dédiée à ces packs. Tout à fait. On a 6 usines effectivement dans une grande moitié nord de la France, les Hauts-de-France, le Pays de Loire et le Grand Est, et effectivement 5 centres de recherche. On a une usine dédiée à la thermodynamie en baie de Somme, à Feuquières-en-Vimeux pour la nommer, et à partir de là effectivement on a dès l'année dernière anticipé une capacité de production, puisque c'était quand même une tendance extrêmement positive dans laquelle on s'inscrivait. On a quadruplé la capacité de production il y a un an, en étendant donc notre usine existante. Vous êtes une entreprise qui fabrique en France, donc dans une zone fortement industrielle, par exemple Feuquières-en-Vimeux. Oui. Une question, est-ce que vous vendez beaucoup à l'international? Parce qu'on parle souvent du déficit commercial de la France qui passe les 100 milliards, et plus on exporte, mieux c'est. Les Allemands peuvent témoigner d'ailleurs. On vend 20% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Alors ça va des États-Unis à la Chine, au Japon. Le Japon est très demandeur du savoir-faire français. Ah oui. Il nous demande même de mettre le bleu, blanc, rouge estampillé sur nos produits. Ah c'est bien. L'Australie. Donc voilà, on a souvent tendance à se flageller, et je peux dire que le savoir-faire français est très reconnu à l'étranger. Mais justement sur cette filière française, c'est quand même un sujet qui est, enfin en tout cas aujourd'hui, qui est un environnement qui est dominé par les Asiatiques. Comment on s'en sort en fait? C'est ça qui est la plus grosse difficulté aujourd'hui, la quadrature du cercle. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises sur le sujet. C'est qu'on est dans des espèces d'injonctions contradictoires. Oui. Vous l'avez rappelé, le président Macron a demandé, a appelé de ses voeux que 1 million de pompes à chaleur soient fabriquées en France à l'horizon 2027. C'est demain. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 350 000 pompes à chaleur installées en France. Et installées veut pas dire fabriquées. Oui. Il y en a un peu moins de 100 000 qui sont fabriquées en France. Donc c'est x10 qu'il faut faire. Ah oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une industrie asiatiques qui est aux abois parce qu'ils sont en surcapacité, donc ils déversent leurs produits en Europe et en particulier en France, à prix cassé, et en plus, cerise sur le gâteau, ils sont aidés par des aides du type MaPrimeRénov', etc. Donc la concurrence, évidemment, est totalement déloyale. C'est ça. Exactement, les impôts quelque part des Français servent aussi à financer l'industrie asiatique. Mais justement, cette question, comme vous êtes très innovant, est-ce que vous arrivez à vendre dans des pays où on aime beaucoup la qualité? Parce que qu'on le veuille ou non, la qualité nippone, c'est quand même quelque chose. Tout à fait. On parle des voitures, de l'électronique, tout le monde connaît les multinationales japonaises. C'est ça maintenant qui fait la différence pour vous? Vous les battez sur la qualité, sur la durabilité, sur l'innovation? Il y a beaucoup de choses en fait. Quand on fabrique des produits comme les nôtres, il y a le produit qui doit être performant. On prenait le bulletin météo tout à l'heure, une pompe à chaleur, ça peut fonctionner, les nôtres peuvent fonctionner jusqu'à moins 20 degrés à l'extérieur. Oui. Chose qu'on ignore parfois parce qu'on dit, oui, mais enfin, s'il fait moins, ou si la température est négative, ça va pas fonctionner. Si, il y a des calories dans l'air et on peut faire fonctionner. Et puis c'est rare qu'il fasse moins 20 en France, quand même, par exemple. C'est rare qu'il fasse moins 20 en France, ou alors c'est 2 jours par semaine du côté de Mout. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça existe, mais on en installe aussi à Mout, donc ça montre qu'on est aussi capable d'être innovant sur ce côté-là. Moi, je pense effectivement que c'est d'abord la technologie qui est au cœur de nos préoccupations, de notre innovation, mais aussi c'est la notion de service. Et la notion de service, c'est là où on peut faire la différence. C'est qu'on a une proximité avec nos clients. Une pompe à chaleur, c'est un outil très complexe qui nécessite un suivi régulier, de la maintenance, etc. Si vous n'êtes pas réactif parce que vous êtes trop éloigné des centres d'utilisation, c'est compliqué. Et il y a un autre élément qui est aussi important, qu'on n'arrête pas de mettre à l'ordre du jour à tout crin, c'est évidemment le bilan carbone de ces produits qu'on transporte depuis l'Asie parfois, pour venir verser. Voilà. Alors quel est le bilan carbone? Un mois de porte-container qui navigue parfois au fioul lourd, qui est le carburant le plus polluant qui existe. Exactement. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact carbone? Donc on peut vouloir la décarbonation, et si on ne regarde pas d'où viennent les produits, comment on les transporte, c'est un peu, je dirais, un peu schizophrénique de prétendre pouvoir effectivement équiper tous les ménages de produits décarbonés. Sur des sujets comme l'économie circulaire, aujourd'hui, comment on s'y retrouve chez Intuis? Alors, nous, bien, d'abord, parce ce qu'on fabrique, on est effectivement au cœur de ces préoccupations-là. Et je dirais qu'au-delà de ça, effectivement, au sein de l'entreprise, cette préoccupation, elle était extrêmement forte aussi. Elle est en développement. On est une entreprise qui... De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. On est une entreprise industrielle qui achète d'ingénieurs, donc c'est aussi une recherche systématique, mais ça fait partie de nos préoccupations. On parle beaucoup des pompes à chaleur. Emmanuel Macron, Cécile l'a rappelé, avait parlé du 1 million fin 2027. Cécile l'a rappelé avec intelligence. Avec grande intelligence et brio
luminosité. Bon. Vous auriez fait encore un peu plus. Est-ce que la pompe à chaleur, c'est vraiment le Graal aujourd'hui, ou est-ce qu'on travaille déjà sur d'autres technologies qui pourront arriver dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Je crois qu'il faut aussi modérer les choses, c'est-à-dire qu'il y a le principe de réalité qui prévaut. On voit bien aujourd'hui que ce qui fait aujourd'hui les atermoiements du monde du bâtiment, c'est l'inflation, c'est le coût de toutes ces normes, parce qu'on est très content de parler de RE 2020, je sais pas si ça vous parle, ce sont des normes de fabrication française, etc. Enfin, le coût qu'il y a derrière est extrêmement important. Extrêmement élevé. Et voilà. Et tout ça, effectivement, fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une question budgétaire derrière, une question de moyens, et donc, à l'évidence, d'avoir ces perspectives-là, c'est une bonne chose, mais il y aura un mix entre la pompe à chaleur, ce qui est très proche de la géothermie, mais malheureusement, je pense qu'effectivement, les intentions d'arrêter l'énergie fossile à très brève échéance, je pense que ça prendra un peu plus de temps. D'ailleurs, c'est comme pour l'automobile. Un petit mot juste avant, parce qu'on a bientôt fini, sur les métiers et l'emploi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rénover justement l'industrie et les métiers de l'industrie? Il faut. C'est une obligation, c'est impératif. La désindustrialisation qu'a très bien expliqué Nicolas Dufourcq dans son livre, qui date de 40 ans, on en paie uniquement les frais aujourd'hui. C'est évidemment la nécessité de produire en France, la nécessité de produire localement qui va faire qu'on va s'en sortir. Si on fait pas ça, il y a très peu de chances de s'en sortir. Aujourd'hui, on est devenu un pays désindustrialisé. Je crois qu'il y a le Liechtenstein et le Luxembourg qui sont derrière nous, les Européens. Mais qui ont d'autres manières de faire de l'argent. Pas toujours avouable d'ailleurs. Il y a peu d'usines au Luxembourg. Voilà, c'est aussi quelque chose qui doit interpeller. Et même si effectivement, moi j'ai été très surpris de voir au salon du Made in France des gens découvrant dans des outils virtuels ce qu'est une usine. Ouais. Mais ils étaient surpris de voir que c'était propre, que c'était clair, que c'était. Voilà, ils pensaient que l'usine c'était encore Zola. Donc il y a aussi toute une pédagogie à avoir pour expliquer ce qu'est une usine. Alors c'est pas que fabriquer des usines, ce sont des filières de formation qui ont disparu. En France, on ne fabrique plus de compresseurs. Compresseur, c'est le moteur d'une pompe à chaleur. Voilà, il faut aller chercher en Chine, voilà, et dans quelques pays très lointains. Donc c'est des choses qu'il faut absolument refaire et faire revenir en France et former les gens. Voilà, que les jeunes n'aient pas peur de se lancer dans des carrières industrielles. Enfin, c'est vraiment... Absolument, vous avez bien raison. Merci beaucoup Philippe Dénessé d'avoir été avec nous, président, directeur général du groupe Intuis. Vous restez avec nous. On avait un petit retardataire, on l'a pas dit. Olivier Robert est avec nous. Dans quelques instants, le fondateur de Sacré Français, puisqu'il y a une rencontre bientôt. Les rencontres du Made in France, ce sera le 23 et le 24 mai prochain, justement, parler de tous ces savoir-faire et de toutes ces belles entreprises françaises. On est d'accord, Olivier ? Non, c'est trop tard. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables jusqu'à 20h. On est ravis de les accueillir. Toutes ces industries, ces entreprises Made in France. On est ensemble avec Philippe David. Et les rencontres du Made in France seront le 23 et le 24 mai à Aix-en-Provence. On en parle bien entendu avec Olivier Robert, le fondateur de Sacré François. Sacré Français. Bah c'est bon, vieux français, c'était les François. Oui, les Français, exactement. Exactement, comme quoi je suis pas si jeune. Olivier Robert. D'abord, rappelons-nous ce que sont Sacré Français, c'est justement de réunir toutes ces entreprises du Made in France. Oui, c'est ça. En fait, l'idée de Sacré Français, c'est de créer un écosystème autour de tous les industriels, tous ceux qui sont dans le service, toutes les entreprises qui ont décidé de fabriquer en France et de leur permettre de toucher au mieux possible leurs consommateurs. Donc ça peut passer par du conseil, ça peut passer par du média et ça peut passer par des avis et un label de consommateurs que nous venons de créer. Mais est-ce que ça veut dire que les entreprises aujourd'hui françaises ont besoin forcément d'être accompagnées pour éclore peut-être et de créer des ponts entre les uns et les autres? Pas toutes, mais ce dont je suis sûr, c'est que ils se consacrent à essayer de rationaliser les coûts sur ce qu'ils produisent, sur ce qu'ils fabriquent. Et donc, dans ce fait-là, souvent, la communication est un peu délaissée. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions malines, efficaces, qui vont leur permettre de trouver de la rentabilité rapidement. Parce que finalement, plus ils vont vendre, plus ils arriveront à baisser les coûts, et au plus, la France sera gagnante. On a fait 2 salons la semaine dernière avec les vraies voix, Global Industrie à Villepinte et Made in PME à Lyon, donc un salon à Paris, un salon en région. Ouais. Et on a l'impression que notamment dans l'industrie, le Made in France revient vraiment en haut des préoccupations des gens. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Robert, ou pas? Les autres aussi peuvent réagir, bien sûr. 100%. Nous étions à Global Industrie justement avec Alain et moi c'est la première fois que je faisais Global Industrie, j'ai halluciné. C'était impressionnant. C'est impressionnant et surtout quand on voit alors je vais laisser parce que toi t'es plus à même
même de parler de ça avec moi, mais Philippe, oui. Oui, Philippe. Non, juste, il y a simplement encore, mais c'est vrai, hein, l'intention grandit, grimpe. Alors, il y a eu des mesures qui ont dit que c'était à peu près 2/3 des intentions d'achat. Et par contre, le passage à l'acte, c'est encore 1/3. Parce que ça. Évidemment, le prix reste quand même l'élément qui fait la différence. Je rajouterais moi quelque chose. Fanet, président de Bonsaï. Merci. On vous rappelle pour les auditeurs. Hein. Je rajoutais en effet que ce qui était super intéressant en effet la semaine dernière, en tout cas à Global Industries, c'est qu'on parle toujours en effet des 500 premières entreprises, du CAC 40, etc., des grosses sociétés confrontées à l'IA, à l'intelligence artificielle. On oublie simplement les millions de fabricants mid-size qu'on appelle, c'est-à-dire de taille moyenne, qui, elles, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser en effet des technologies dominantes et qui, justement, pendant ce salon, ont témoigné justement de cette peur de la fuite de savoir-faire français, au même titre que de la confidentialité des informations qui, aujourd'hui, malgré les contrats, circulent, en effet, bien loin de nos frontières. Et ça, c'était en effet un vrai souci qui, en tout cas, nous a reporté énormément. C'est pour ça que toutes les initiatives... Didier Le Kéménère, bien dans le micro. À l'origine d'Up2Go, on n'avait pas ce label français, on l'a rajouté. Par le biais du drapeau tricolore, effectivement, et on a vite perçu qu'effectivement nos utilisateurs étaient sensibles à cette partie d'un site franco-français, fait par des Français, pour des utilisateurs pas spécifiquement français, parce que le site s'adresse à sort des frontières. Néanmoins, le fait d'avoir ajouté ce drapeau a permis une hausse des visiteurs et une sensibilité certaine à ce Made in France. Ça crée une crédibilité, forcément, Olivier. Pour revenir sur les rencontres du Made in France de 23 et 24 mai prochain, ce sera à Aix-en-Provence, à The Camp, que je vous incite à aller voir sur Internet parce que c'est un espace assez incroyable. C'est le principe de ces rencontres, c'est d'aider les entreprises à revenir sur le territoire. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de travailler autour de la réindustrialisation, la relocalisation des savoir-faire. Ce qu'évoquait Philippe Dénessé en disant on fabriquait plus un certain nombre d'outils en France de nos jours. Donc ça, ce sont des éléments importants. Il y en a qui ont le souhait de fabriquer 100% français, sauf qu'ils ne savent pas comment faire. Donc l'idée de ces rencontres, c'est d'essayer d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des experts sur différents univers, le financement, l'innovation, la communication, la distribution, et j'en passe, de manière à ce qu'ils trouvent des vraies réponses et qu'ils puissent démarrer. Ce qui a été oui, allez-y. Je vois également, il aurait été facile pour nous de travailler avec des développeurs à l'étranger qui sont beaucoup moins chers que nos développeurs qui sont aussi forts en France. Nous, c'est pareil, on a absolument choisi de travailler, de développer et de continuer à développer en France. Alors les équipes sont disséminées, elles sont à Paris, elles sont à Aix-en-Provence, mais aujourd'hui, on a pris le principe de rester dans l'Hexagone pour une réactivité, pour rester franco-français. Philippe Dénessé, difficile aujourd'hui, vous avez 6 usines en France, de de construire une usine. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps ou est-ce qu'on vous facilite le travail? Là où on l'a fait, où on a fait l'extension l'année dernière, ça n'a pas été compliqué. Je dirais pas que c'est une démarche compliquée. Dans un site ou dans un environnement où il y a déjà un savoir-faire, déjà un bassin industriel, oui. Je pense que pour d'autres, c'est ce que j'entends en tout cas, toutes les contraintes écologiques, toutes les appréhensions qu'il y a autour de l'usine, alors qu'une usine aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un qui de voir un bidonville par terre, exactement, c'est ça, de voir des fumées ou des fumerolles qui sortent des chapeaux pointus. On n'est plus dans on n'est plus dans l'usine, on est dans le laboratoire. Mais non, c'est ça, c'est exactement ça. Un peu de fumée par terre. Les habitudes sont tenaces quand même. Hein. Oui. Mais bien sûr. Et c'est ça qu'on va changer avec vous, Olivier Robert. Justement, ces habitudes de changer de paradigme et l'idée de se dire que les entreprises peuvent se déployer et on va les aider, on va leur trouver des solutions. C'est clair. Alors il faut dépoussiérer l'image qu'ont les usines françaises auprès du grand public, ça c'est une certitude. Et on a pas mal d'outils, et notamment un confrère qui travaille à ça et qui fait des visites virtuelles d'usines, et ça marche très très fort. De la même manière, il faut aussi faire connaître ces entreprises, parce que il y a quand même un souci, c'est que quand on parle de certaines entreprises comme ça au grand public et qu'on fait des sondages sur des marques, les marques sont pas assez connues. Donc globalement, on avait reçu ici 1083. 1083 qui fait des jeans aussi qualitatifs que Levi's. Au même tarif.
À moins de 1083 à km. moins de 1083 km, exactement. Eh bien, eux, aujourd'hui, ils souffrent juste d'un problème de notoriété. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler cette notoriété. Et une chose qui a été marquante la semaine dernière à Global Industries, on a même reçu une entreprise japonaise qui était là et qui disait que le Made in France avait une bonne image. Oui, vous parliez du Tout à Japon. fait. Comment expliquer qu'on n'arrive pas à plus le valoriser? C'est un problème de notoriété, c'est quoi? Alors, c'est un problème de notoriété. Il y a quelque chose qui est ancré, c'est de dire le Made in France, c'est trop cher. Et c'est faux. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux consommateurs. Et tout l'enjeu du label, c'est que les consommateurs plébiscitent les produits et que ce soit un label de consommateur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir mettre la pression sur les nouveaux et faire cette pédagogie. Allez, Moi, je vous... rajouterais qu'il y a un autre élément peut-être aussi, c'est qu'on est assez ingénieur en France, Oui. pas assez commerçant. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter en effet. C'est que ce qui est en effet beaucoup apprécié, ou que ce soit au Japon ou aux États-Unis, c'est le savoir-faire en effet de l'engineering français qui est très très demandé. Eh ben, malheureusement, on ne sait pas le vendre. Eh ben, justement, il va falloir que vous vendiez dans un instant. Allez, on fait une pause et on revient dans un instant. Les vraies voix responsables avec que des entreprises françaises qu'on adore, hein, on est ravis. Avec Olivier Robert, Sacré Français. Rappelons qu'il y a une plateforme importante, cher Olivier. C'est ça, plateforme de communication qui aide les entreprises du Made in France, celles qui ont décidé de fabriquer en France, à mieux communiquer pour réussir à toucher leur cible. Et puis comme ça, quand vous venez chez nous et comme ça tout le monde en parle, on est content. Philippe Mézé est avec nous, président du groupe Intuis, président directeur général. Alain Fanet est avec nous, président de Bonsaï, et Didier Lequemener, président de Up2Go. Alain Fanet, alors aujourd'hui, cette start-up qui s'appelle Bonsaï, qui a été mis au point par un système d'intelligence, qui est un système d'intelligence artificielle capable d'apprendre en direct et on continue dans un environnement industriel complexe. Voilà ce que j'ai pu récupérer de toute cette belle entreprise qui est passionnante. Quelle est la différence aujourd'hui? Donc c'est de l'intelligence artificielle qui est, on l'a dit, industrielle, qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle que l'on utilise tous les jours, nous, communs des mortels, ou oui? Alors, elle est différente. D'accord. C'est bien ce que j'avais compris. C'est pas elle a rien à voir, mais elle est différente. Ce qu'on appelle en effet l'IA, alors industrielle ou opérationnelle, c'est une IA qui a vocation de prendre une décision et d'assister en effet les professionnels attachés en fin de compte aux différents métiers. Donc ça, c'est un point important. L'IA que vous utilisez tous les jours, c'est celle qui vous dit de tourner à droite quand il faut tourner à droite ou tourner à gauche. Le problème, cette IA, vous réfléchissez plus, vous tournez à droite aujourd'hui. Donc on a besoin même quand même... s'il y a des travaux sur Internet qui a été mis sur Moi, la première fois, vous la mettez en cause, la deuxième fois, vous la suivez. Et c'est le danger de cette IA-là. Cette IA qui est construite, en fin de compte, sur une loi d'uniformité sur le big data, et qui, en fin de compte, a une tendance, en fin de compte, à favoriser la majorité. Notre IA, elle se démarque par deux choses. La première, c'est qu'elle valorise la diversité. C'est-à-dire que nous apprenons, en effet, de très peu, c'est-à-dire de très peu d'informations, et surtout, on apprend vite, c'est-à-dire en moins d'une seconde. Donc, ça veut dire qu'on se rapproche de l'humain. Et en se rapprochant de l'humain, on est capable en effet d'apprendre ce qui est le plus important, comme disait Einstein. L'expérience, c'est l'intelligence, le reste, c'est l'information. Ce qu'on apprend, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'on assiste, en effet, on collabore avec les professionnels du terrain et on exploite, en fin de compte, de façon positive, leur expérience, leur expertise, afin d'améliorer, en effet, notre IA opérationnelle pour augmenter la productivité, en effet, et l'efficacité de la production. Alors, pour revenir à la genèse de cette start-up, c'est finalement à la suite d'un programme de recherche de mathématiques. Vous êtes un entrepreneur, c'est l'association de deux personnalités sur deux terrains différents qui fait qu'elle est aujourd'hui opérationnelle et très rapidement opérationnelle dans le milieu de l'industrie. Parce que vous comprenez l'entreprise et eux comprennent effectivement les besoins de ces entreprises. Et surtout, on partage les mêmes valeurs. Oui. Donc même si les mondes sont différents, même si notre passé est différent et notre sensibilité est différente, à Bonsaï, on partage en effet les mêmes valeurs. Ces valeurs, je vous en ai cité quelques-unes. Il y en a une qui est importante. Vous avez parlé de souveraineté. Nous, c'est la souveraineté du du libre arbitre qui nous importe, c'est-à-dire une IA qui est là pour faciliter, transférer ou transmettre la connaissance de l'humain vers la machine et pas l'inverse. Comme le GPS pourrait le faire. C'est donc ces valeurs-là qui nous ont réunis et qui nous ont permis de travailler ensemble. Maintenant, oui, il y a quand même deux mondes et il était important de monter une équipe tout de suite qui justement bridge un peu les deux mondes, une équipe d'ingénieurs capable en effet de réaliser un produit. Alain Fanet, on dit que l'IA c'est l'avenir, les Américains mettent des budgets considérables dans l'IA, y compris avec les budgets militaires.
Où est-ce qu'on en est en France? Vous êtes une start-up très innovante dans l'IA industrielle. Est-ce qu'on est au niveau par rapport aux Japonais, aux Américains, aux Chinois ou aux autres? Non. Non, je pense qu'on a en effet. C'est un nom désespérant. Désespéré d'ailleurs. Non, parce qu'on est optimiste et je suis optimiste par nature. Donc on sait en effet travailler nos propres atouts. Par contre, d'un point de vue, je dirais, échelle, on n'est pas du tout à la même échelle. D'un point de vue échelle de grandeur, échelle d'investissement, échelle de, je dirais, de force marketing, on en parlait tout à l'heure, les Américains sont bien loin, en effet, devant nous. Et surtout, ils maîtrisent, en effet, donc les technologies, les fondations technologiques de l'IA. Et c'est ce problème que nous avons en France, c'est-à-dire que nous sommes, je dirais, sensibles et surtout nous suivons ces technologies dominantes, d'accord? Nous les colorons, nous leur donnons en effet une forme un peu différente, mais on reste très, très dépendant de ces technologies-là. Et les investissements qui se font en France sur les changements de paradigme, c'est-à-dire fondamentaux sur les technologies en tant que telles de l'IA, sont très faibles. Alain Fanet, pour qu'on comprenne bien l'intérêt pour une industrie, est-ce qu'on peut avoir un exemple, par exemple, sur le bruit, cette intelligence artificielle, pour que nos auditeurs comprennent bien l'intérêt de cette intelligence, justement. Dans l'industrie, si vous regardez en effet comment l'IA s'applique pour aider justement à l'efficacité, à améliorer l'efficacité de la production, ouais. La plupart des IA utilisent l'image, caméra, les images et autres. Une des raisons, c'est qu'en fin de compte, elle s'applique bien, l'image s'applique en fin de compte à une nature d'information qui est, on appelle non structurée, c'est-à-dire en gros, il suffit de la masse d'informations pour pouvoir en dégager une tendance. Mais il y a des tas d'autres signaux qui sont super utiles et qui sont utilisés tous les jours. Vous-même, vous l'utilisez tous les jours quand vous mettez en route votre voiture. Vous savez qu'il faut l'amener au garage simplement par l'analyse du bruit. Oui. Et pourtant, vous n'êtes pas une spécialiste, vous n'êtes pas une data scientist. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on développe de plus en plus, c'est-à-dire d'utiliser, en fin de compte, d'autres signaux que simplement l'image, des signaux qui ont une certaine continuité physique, comme le son et comme la voix, afin, en effet, justement, de pouvoir, je dirais, répondre à des anticipations, des prédictions de défauts ou de défaillances, mais à des coûts qui n'ont rien à voir. Et l'avantage, en effet, d'utiliser notre technologie pour le son, c'est que le son, c'est quand même très volatile. C'est-à-dire que c'est soumis à du bruit. S'il suffit que je fasse du bruit, vous ne comprendrez pas. Il faut s'adapter. Et comme on s'adapte très vite, parce qu'on apprend très vite, eh bien, on sait s'adapter, en effet, sur le terrain, au niveau de la maîtrise du son. Exemple, vous mettez des machines d'IA dans l'usine de notre ami on en parlait. Philippe Dédessé. Ah ben c'est bon. On s'arrange pour faire les élégances entre vous deux sur une radio, dans les vraies voix responsables. Vous mettez l'IA à côté d'une plieuse. Je vous fais un contrat tout de suite. Hein. Vous notez ma commission, Cécile. Vous mettez une IA à côté d'une plieuse, et là, au bruit, elle va dire, tiens, là, une pièce dans la plieuse qui a un problème, il va falloir pas tarder à réparer cette pièce. C'est un super exemple. Et Philippe... Merci, c'est la seule fois que j'ai dit une chose intéressante de l'année. Non, c'est un super exemple. Typiquement, en effet... Philippe a du savoir-faire sur son terrain, sur ses usines, et surtout sur la maîtrise, en effet, justement, de l'outil de production. D'accord. Et comme vous-même, vous êtes capable de maîtriser en effet une défaillance sur votre voiture, pourtant, d'accord. Eh bien, les opérateurs qui ont en effet travaillent tous les jours ont en effet ce don de savoir d'identifier très vite. Ces opérateurs qui sont sur le terrain, qui ont ce savoir-faire, deviennent vos data scientists en utilisant notre IA. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin, puisqu'il y a une pénurie aujourd'hui d'expertise dans le domaine des sciences des données, vous n'avez pas besoin de ces experts pour utiliser notre IA. Il vous suffit simplement d'experts et de spécialistes métiers pour pouvoir l'utiliser. C'est extraordinaire. Ça veut dire que demain, en matière de sécurité, par exemple, dans la rue, l'intelligence artificielle, en entendant un bruit, un cri, pourra appeler les secours. J'imagine quelque chose comme ça. Est-ce que ce sera possible? Je dirais que j'espère qu'on peut le faire dès maintenant. Donc sans être obligé d'avoir une IA pour appeler les secours en cas de problème. Par contre, ce qui est relativement important, c'est de pouvoir comprendre, je vous donne un exemple concret. En Europe, il y a des guerres qui se passent, et entre autres, on connaît en effet les endroits. Les soldats qui sont sur ce qu'on appelle la ligne de front, d'accord, sont soumis à des bruits énormes. Des bombes, des obus, etc. Oui. Et le principal problème, en effet, de ces soldats, c'est que quand ils donnent, en effet, un ordre en talkie-walkie, d'accord, c'est de se faire comprendre l'ordre. Pas tellement de savoir qu'est-ce qu'ils disent, etc., mais que l'ordre soit immédiatement audible. Et à 100% audible, quel que soit l'environnement du bruit. Ben, notre IA, en effet, peut s'adapter à ce genre de situation.
Voilà. Passionnant. Alain Fana était avec nous, CEO de Bonsaï. Vous restez, on vous garde jusqu'à la fin. Et dans un instant. Tester l'IA qui reconnaisse les choses intéressantes qui sont dites dans le studio de Sud Radio, vous croyez pas? Dis donc, alors, vous n'émergeriez pas beaucoup. J'espère un jour. France 19h-20h, les vraies voix responsables. Et il n'y a pas que les vraies voix qui font bouger la France, il y a les entreprises aussi qui font bouger la France. Et on est ravis de les accueillir avec notre ami Olivier Robert qui est là, de cette belle plateforme Sacré Français. On rappelle ces rencontres Made in France, ce sera le 23 et le 24 à Aix-en-Provence, à The Camp. Exactement. Et vous pourrez trouver toutes les informations sur sacré-français.com. Et vous allez pouvoir voir aussi une autre actualité de Sacré Français, qui est que nous avons ouvert notre capitale. L'objectif de cette entreprise, qui est une entreprise à mission, c'est vraiment de fédérer tout le monde et de pouvoir permettre à tout le monde de participer à ce projet. Donc sur le site internet, toutes les informations sont présentes. Et évidemment. Ah bon, c'est qui veut être mon associé, c'est ça? Ça ressemble à ça. Mais on est un peu plus ouvert. On est un peu si plus je ouvert. peux me permettre. Exactement. Alors si vous aimez les voitures de sport et de luxe, et on a trouvé un site pour vous formidable. Ça s'appelle Up2Go et le fondateur est avec nous. On est ravis de l'accueillir, Didier Lequemener. Merci beaucoup d'être là. Merci Très belle idée. Alors là, on touche un public d'aficionados et de passionnés d'automobile. Quand on ouvre le site, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Philippe, on s'est assis, on a fait waouh. Voilà, c'est à peu près ça. En fait, c'est Philippe tout à l'heure qui disait que les habitudes sont tenaces et effectivement elles le sont. En fait, pour vendre votre véhicule, qu'il soit premium ou généraliste, en fait, on avait l'habitude de travailler avec des acteurs qui sont connus. Amaury Perrault, qui est cofondateur avec moi, avait la même passion, véhicules premium et sportifs, et on avait tellement de mal à trouver les véhicules particuliers qu'on cherchait, parce que quand on parle de véhicules luxe ou sportifs, on parle d'options également. Donc on mettait tellement de temps à trouver ces options et ces modèles spécifiques qu'on finissait par aller les chercher à l'étranger, ou mettre 6 mois à le trouver, en revenant en arrière sur les annonces, etc., etc. Et on s'est dit à ce moment-là, pourquoi on pourrait créer un site spécifique en créant un écran dédié aux véhicules premium et sportifs uniquement. Alors pourquoi? Pour développer un moteur de recherche pour que les utilisateurs puissent mettre un maximum d'options de leur véhicule. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est très vaste. Schématiquement, ça va de 30 000 €. Et vous avez même vendu, j'ai vu le prix, 3 999 950 € une Bugatti Chiron. Ah, c'est la mienne, c'est la mienne. Vous avez négocié 50 € de remise. Elle n'est pas partie à 3,8 millions, mais à 3 999 950 €. Belle remise. Oui, et j'ai vendu votre maison. Mais il faut savoir, Philippe, que nous mettons en relation les personnes qui vendent et qui achètent. Nous ne vendons pas de véhicules spécifiques. On est ce qu'on appelle un infomédiaire. Mais comment ça se passe? Parce que quand vous vendez une Bugatti Chiron, vous n'avez pas tellement envie d'avoir un chèque en bois, vous vous en doutez. Comment ça se passe pour être sûr de se faire payer, qu'il n'y ait pas de vices cachés, etc. Alors la confiance, c'est un maître mot, effectivement. On travaille en ce moment pour mettre en place un système de compte séquestre, en fait, pour que les acheteurs et les vendeurs comme aient un notaire, confiance. quoi. Exactement, en fait. Quand vous allez, le chèque en banque aujourd'hui est un peu galvaudé, on est soumis à des arnaques aussi sur le chèque de banque, donc on se doit de fournir un service qui mette en confiance et le vendeur et l'acheteur. C'est important. Ça fait partie des services que nous mettons en place parce que Up2Go, ce n'est pas uniquement une marketplace de véhicules, d'annonces de véhicules, c'est aussi un club qui a été créé pour fédérer une communauté qui se retrouve au travers de cet écran. C'est une alternative à ce qui se passe aujourd'hui. Les habitudes sont certes tenaces, on a besoin d'avancer, on avance, la communauté augmente, mais pour que cette communauté soit encore plus fédérée, ce club est devenu prépondérant. On offre des services, il y a des choses qui sont spécifiques, mais qui répondent à leurs attentes, en fait. J'ai eu un message de mon banquier, ma maison est saisie. Merci, Cécile Dominique. Mais ça fait longtemps, il aurait dû vous le prévenir. Aujourd'hui, les voitures stars, c'est quoi sur ce site? Parce que j'imagine qu'en matière de ranking, vous voyez ce qui cartonne et ce qui est le plus regardé. Les Porsche sont évidemment, par leur volume, par leur notoriété et par leur historique, en fait, sont un des modèles les plus prépondérants. Mais on ne peut pas oublier les Lamborghini, les Ferrari ou autres. Mais ce qu'on voit le plus, ce sont les Porsche. Ouais. Effectivement. Mais n'oublions pas les modèles premium, donc on est premium, que ça soit BMW, Mercedes ou Audi. Qui sont représentés sur le site. Néanmoins, ils ne sont pas en page d'accueil. Si vous voulez les trouver, il va falloir passer par le moteur de recherche. Nous, quand on arrive sur Up2Go, on attend de voir chez Up2Go des véhicules
ultra premium. Mais pour parler là, je voudrais revenir sur les caractéristiques techniques. Quand quelqu'un achète, vous avez un service pour demander, elle est marquée moteur 50 000 km et il en a pas 100 000, etc. Non, en fait, on a toute une kyrielle de services qui sont mis en place, que ça soit l'historique du véhicule, la garantie du véhicule, mais nous n'intervenons pas entre l'acheteur et le vendeur. Notre mission, c'est de les mettre en relation et qu'ils soient entre gens de confiance, en fait. Et on sent quand même que il y a beaucoup de bashing sur l'automobile, mais on sent quand même que une grande majorité de Français aujourd'hui continuent à avoir cet amour et cette passion pour l'automobile en général. Absolument, Cécile. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, pas que pour faire des trajets. Oui, mais absolument. Moi, j'utilise souvent, parce que cette question revient souvent. J'utilise souvent cette maxime. Je dis toujours, un véhicule qui soit thermique, électrique, combustion ou autre, que sais-je encore, reste un véhicule de luxe. Il est de luxe. Ça ne change pas. La passion du véhicule sportif ou du luxe, elle est là, en fait. Est-ce que vous avez eu peur avec les ZFE, par exemple, les zones à faible émission, en disant ça va être compliqué pour les voitures? On sent qu'il y a un retour en arrière là. Paris-Lyon, il reste les autres. On dit stop, on arrête. Est-ce que c'est plutôt une aubaine pour vous? Oui et non, en fait. La passion est prépondérante, donc elle est plus forte que tout, en fait. Donc vous avez la cible est très large et vous avez les personnes qui vont utiliser leur véhicule sportif ou premium d'une manière quotidienne, mais ceux qui vont les utiliser le week-end ou autre. Donc l'utilisation est différente. Sur votre site web, vous avez un forum. Est-ce que c'est un lieu qui peut déclencher un achat? On a vu, que j'ai été le regarder un peu, que ça chatte beaucoup sur les véhicules. Est-ce que c'est un lieu où les gens disent prends cette bagnole parce que moi j'en ai une, elle est très bien, etc. J'ai pas eu de problème avec jusqu'à 200 000 km. C'est un gros plus, ce forum. Absolument, et on ne peut pas s'en passer en fait. Vous avez cette notion de confiance qui est importante. Si demain je décide d'acheter un véhicule, en fait, je peux avoir affaire à des gens qui ont cette expérience pour me dire oui, tu peux acheter ce véhicule parce qu'il est nickel. C'est important, ces échanges. Et il peut y avoir aussi des échanges sur un guide spécifique, sur une pièce de moteur ou autre, ou sur des track days spécifiques. Donc c'est un vrai moteur pour l'échange et pour une nouvelle fois fédérer une communauté qui est passionnée en fait. Je suppose que la discussion entre passionnés, elle doit être justement passionnante. En fait, elle est passionnante, elle ne s'arrête jamais. Le forum est alimenté par les membres eux-mêmes et elle ne s'arrête jamais. Philippe Dinessé, est-ce que chez Intuit il y a des voitures de fonction, des Porsche, des Ferrari? Les Ferrari, bien sûr, décarbonés, puisque bien entendu, on a des Lamborghini, bien sûr. Vous êtes des passionnés d'automobile tous les deux, Alain et Philippe, oui. Moi, je suis. Oui. Mais quoi, course? Plutôt voiture de légende. Oui, voilà. Dans la catégorie que. Pas très éco, quoi. Si on dit éco, électrique. Je crois que vous étiez un passionné de la Ford GT40 de Steve McQueen. Ah, ça c'est super. Exact. Et puis voilà. Le Mans. Moi j'ai juste le blouson, mais c'est déjà pas mal. La GT40, elle est très belle. Moi j'ai la montre, mais la GT40, c'est belle. J'ai été très très Mustang en fait. La voiture préférée de Philippe Dinessé, c'est quoi? Porsche. Laquelle? 911, 997. Ouais, pas mal. Alain? AMG. Moi j'aime bien la MG. Olivier, Robert? La Porsche GT3. Ouais. Vous? Ford Mustang. Ouais. Vous? La Ferrari P4. Moi ce serait plutôt la Ferrari F40. Oh, dis donc qu'on sent le luxe du côté de la table là. Vous êtes français dans la cible. Moi c'est le luxe chic. Encore une marque de luxe française. Il y a une voiture qui sort là, qui va faire la PAX, qui est une course avec une Quarkus, qui est une voiture française montée à Melan. En région parisienne et qui va courir avec un pilote français qui s'appelle Bruce Joigny, qui est notre ambassadeur. J'allais le dire, incroyable. Bruce Joigny est quelqu'un qui a adhéré tout de suite à notre philosophie et qui est nous aussi on adhère à votre philosophie. Tout de suite accepté d'être notre ambassadeur et c'est un vrai atout pour nous, au-delà du fait que c'est une vraie belle personne. Et vous cherchez pas une ambassadrice pour rouler dans vos voitures? Non, bon. Avec plaisir. Mais je vous rappelle que je ne mets en relation que les personnes et de confiance. Attention, tout est enregistré. Cette émission est vraiment devenue mythique pour les rencontres. Allez, merci beaucoup Didier Kemener d'avoir été avec nous, président de Up & Go. Allez voir ce site internet si vous avez Up to Go. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais vous n'avez aucune preuve. Elle nous prend pour des sourds. Je le répète, Up to Go. Merci beaucoup Olivier Robert. C'est donc les rencontres du Made in France. Ce sera à Aix-en-Provence les 23 et les 24 mai. Comment je peux me souvenir de ça alors que j'oublie?
oublie tout, c'est incroyable. Bravo. Bravo. Et vous y retrouvez toutes les informations sur sacré-français.com. Exactement. Et merci beaucoup Alain Fanet, président de Bonsaï, l'intelligence artificielle de demain. Ça vous guette, vous allez voir. Merci. Et puis Philippe Dénessé, président du groupe Intuis. Voilà, si vous avez besoin de chaleur ambiante, si vous avez, vous voulez être heureux dans votre maison et vous allez sur Intuis, il y aura forcément quelque chose chez vous. Merci beaucoup. Parce que n'oublions Et pas du que froid. malgré son nom, ça fait aussi du rafraîchissement. Ouais, rafraîchissement. Merci beaucoup Aurore, merci beaucoup Maxime pour cette on remercie Zach bien entendu. On se retrouve demain à partir de 17h. De 17h à 20h. On est vraiment obligé là? On est obligé, oui. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, même si vous n'avez pas de voix, vous revenir quand même à 20h2 l'essentiel de Sud Radio, à 20h le flash tout de suite. Sud Radio à votre service, à demain. Et pour les